Il était une fois, quelqu'un a goûté du beurre et s'est dit « Et si on faisait ça, mais moins cher ?» Cette question a donné naissance à la margarine, provoqué des procès, alimenté des conspirations dans l'industrie laitière et mené à l'un des noms d'aliments les plus emblématiques du XXe siècle. Un produit qui essaie presque du beurre, presque de la margarine, est absolument déroutant. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons enfin répondre à la question « Qu'est-ce que c'est vraiment ?» Je n'arrive pas à croire que ce ne soit pas du beurre. Mais avant de commencer à étaler la vérité, assurez-vous de vous abonner à Weird History Food. Ensuite, laissez un commentaire et dites-nous quel autre tartinable vous aimeriez découvrir. Je n'arrive pas à croire que ce ne soit pas du beurre. Ce nom ressemble à un provisoire oublié, mais ce produit est en fait le résultat d'une longue guerre entre l'industrie laitière et la margarine. La margarine n'est pas née parce que quelqu'un n'aimait pas le beurre. Elle a été inventée en 1869 par le chimiste français Hippolyte Mège-Mouriez comme substitut bon marché au beurre. Pendant les pénuries nationales au cours des décennies qui ont suivi, la popularité croissante de la margarine a exaspéré les producteurs laitiers qui ont riposté avec tout, des taxes aux restrictions d'étiquetage. Dans certains États, la loi imposait de colorer la margarine en rose pour signaler qu'elle n'était pas du vrai beurre, comme un pot de chewing-gum mâché. Malgré les obstacles, la margarine a progressivement conquis les cuisines américaines, surtout après la Seconde Guerre mondiale, finissant par dépasser le beurre en consommation par habitant. Dans les années 1970, la société J.H. Filbert, le fabricant de margarine, a vu une nouvelle opportunité. Les pénuries de beurre étaient repassées, mais il y avait toujours une demande pour quelque chose de beurré, tartinable, économique et plus facile à conserver. Les scientifiques alimentaires de Filbert ont créé « Je n'arrive pas à croire que ce n'est pas du beurre ». En 1979, cette pâte à tartiner était destinée aux restaurants, vendue uniquement aux hôtels, cafétérias et réfectoires. Le nom viendrait des réactions des clients lors des tests de dégustation. Une déclaration sans doute plus marketing que vraie, mais qui résumait bien l'argument de la marque, le goût du beurre sans beurre. L'histoire du produit s'accélère en 1986 lorsque Unilever rachète la marque et lance immédiatement une campagne nationale. La publicité de masse a introduit la margarine aux États-Unis, puis l'expansion internationale a suivi. Vers 1995, la marque était présente dans plus de 35 pays, notamment dans les régions où le beurre était cher et où la margarine était déjà bien établie. La présence mondiale d'Unilever a transformé une curiosité de la margarine en produit de base mondial. Et au fil des décennies, la marque s'est déclinée en plus d'une douzaine de variantes, notamment des barquettes allégées en matière grasse, des versions infusées à l'huile d'olive, des tartinades fouettées, des produits étiquetés vegan, des essais biologiques, des sprays et même des bâtonnets pour la pâtisserie. Conçue pour imiter la fonctionnalité du beurre à son apogée, la margarine aurait généré, selon les rapports de vente aux consommateurs, près d'1/4 milliard de dollars, rien qu'aux États-Unis en 2005. Et le plus grand coup de pouce culturel ne vint pas du produit lui-même, mais de l'homme engagé pour incarner tout ce qu'il y a de séduisant et de vaguement beurré. Fabio. Il y a des porte-paroles, et puis il y a Fabio, un homme génétiquement conçu pour se tenir sur des falaises, chemise ouverte, tandis que des ventilateurs transforment ses cheveux en ouragans de catégorie 3. En 1994, Unilever a choisi Fabio pour personnifier le produit, lançant une série de publicités qui traitaient dans la margarine avec la même passion. Un roman d'amour consacré à l'amour interdit. Les publicités, volontairement dramatiques et kitsch, montraient Fabio prononçant la célèbre phrase du produit « Je n'arrive pas à croire que ce n'est pas du beurre », comme s'il révélait un secret scandaleux. Sa présence donnait au produit une absurdité glamour, et le nom est devenu un slogan, répété sur Cube par des millions de personnes. De 1994 à 2016, Fabio est apparu dans des dizaines de publicités à travers les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l'Amérique latine, ce qui représente une présence impressionnante. Fabio n'avait pas de part dans l'entreprise, juste un contrat et une machine à vent. Pourtant, son image est devenue si liée à la marque que les tabloïds le voyaient comme le visage de la margarine. Au Royaume-Uni, la marque a pris une tournure bien plus étrange. À la place de Fabio, le public britannique a vu des publicités surréalistes avec d'inquiétantes marionnettes de vaches géantes. Elles évoquèrent plus une créature sortie d'un trip sous acide de Jim Henson qu'un animal de ferme. Connues en interne sous le nom de campagne Cow World, les publicités montraient des vaches anthropomorphes lisant des journaux, flirtant dans des lieux publics et se retrouvant dans des situations domestiques gênantes. Le tout rendu dans une esthétique de marionnettes troublante et saisissante. La logique créative était délibérée.
La publicité britannique pour le beurre utilisait souvent des images pastorales et saines. Je doute que cela ait changé. Butter a inversé ce langage en transformant les vaches en personnages grotesques et névrotiques, signalant qu'il ne s'agissait pas d'un produit laitier naturel et qu'il ne prétendait pas l'être. Les publicités étaient conçues ponctuellement pour être perturbatrices, voire polarisantes, et elles ont réussi, devenant mémorables, largement commentées et, soyons honnêtes, profondément dérangeantes. Plus tard, les agences britanniques ont repris le motif de la vache sous des formes modernes, mais les spots originaux avec marionnettes restent infâmes. Souvent qualifiées de cauchemars par les spectateurs, elles illustrent la publicité des années 90 axée sur le choc et la mémorisation plutôt que le confort. La marque ne s'est pas tournée vers l'étrangeté qu'une seule fois. Dans les années 2000, Ozzy Osbourne est apparu dans une série de publicités surréalistes qui jouaient à fond sur l'absurdité d'associer une légende du rock à une pâte à tartiner proche du beurre. Une méthode ayant rendu ces publicités virales avant que ce terme ne soit reconnu en marketing. Eva Longoria, Maya Rudolph et Megan Mullally ont aussi brièvement collaboré avec la marque, chacune exprimant à sa façon l'incrédulité désormais célèbre. À ce stade, le nom du produit était si ancré dans la culture populaire que l'expression est devenue un raccourci comique pour désigner tout ce qui n'atteignait pas l'idéal platonique. Je n'arrive pas à croire que ce n'est pas de l'héroïne. La tartinade n'était plus un simple produit. Elle était devenue une référence, une blague récurrente, un artefact culturel ayant survécu à sa commercialisation pour entrer dans l'ère des mèmes, bien avant leur popularisation. Je distingue le beurre de... Je n'arrive pas à croire que ce n'est pas du beurre. Toute cette notoriété pose une question centrale. Qu'est-ce que c'est ? Les définitions simples sont les meilleurs points de départ. Ce n'est pas du beurre, et ce n'est pas, légalement parlant, de la margarine. Selon la Food and Drug Administration, un produit n'est appelé margarine que si 80% de son poids est constitué de matière grasse. Je n'arrive pas à croire que ce n'est pas le cas. Le beurre tombe en dessous de ce seuil, atteignant souvent plutôt 60% selon la formulation. Cette différence, bien que technique, influence l'étiquetage, la commercialisation et la réglementation du produit. En conséquence, la marque se décrit comme une tartinade, ce qui la place aux côtés de nombreux produits similaires au beurre, y compris ceux qui sont depuis longtemps commercialisés comme de la margarine. Même si non conformes à la norme légale, les ingrédients varient un peu selon la version, mais les composants de base restent les mêmes. Huile végétale comme le soja, le palmier et le canola, eau, sel, émulsifiants comme les mono- et diglycérides, lécithine de soja, vitamines A et D, conservateurs comme le potassium, le sorbate, le bêta-carotène. Pour la couleur, ainsi que certains arômes naturels qui donnent au beurre son goût et son arôme distinctif. Ces arômes naturels sont propriétaires, donc leur composition chimique exacte n'est pas rendue publique. Beaucoup de versions contenaient historiquement des composés aromatiques issus du lait, expliquant pourquoi elles ne sont pas toutes véganes. Les consommateurs sont longtemps restés incertains sur le statut diététique de cette pâte à tartiner. La valeur nutritionnelle du produit dépend fortement de la variante que vous achetez, mais la comparaison générale est simple. La pâte à tartiner originale a moins de calories et de graisses saturées par cuillère que le beurre, mais contient plus d'eau et d'additifs. Le beurre compte environ 100 calories par cuillère à soupe avec 11 grammes de matière grasse. La pâte à tartiner se situe généralement autour de 60 calories et environ 6 grammes de matière grasse. La margarine traditionnelle varie selon la région et la recette. Avec l'évolution du débat sur la santé, la pâte à tartiner a aussi soulevé des inquiétudes. Les critiques ont pointé les risques d'inflammation liés à une forte consommation d'huile végétale oméga 6, questionné les effets des émulsifiants et conservateurs sur le microbiote intestinal et exprimé des inquiétudes sur les aliments transformés. Aucun de ces facteurs n'était propre à cette marque. Presque toutes les pâtes à tartiner modernes utilisent des stratégies similaires pour maintenir la texture, éviter la séparation et résister au transport. Mais les critiques ont eu plus d'impact lorsque la tendance culturelle est revenue vers les produits laitiers. C'est là que l'histoire change. Des procès compliqués, des changements de nom et un sentiment croissant que le produit n'était plus en phase avec l'époque qu'il avait autrefois rendu indispensable. Si la première moitié raconte comment devenir un nom connu, la seconde évoque la perte de cette place et la recherche désespérée d'une nouvelle. À mesure que la domination de la margarine s'est estompée et que le beurre a amorcé son retour, la catégorie « Je n'arrive pas à croire que ce n'est pas du beurre » qui y trouvait autrefois sa place a commencé à rétrécir. Cette tartinade était depuis des décennies présentée comme une option plus saine que le beurre. Plus pauvre en graisse, moins calorique, elle a longtemps été présentée comme le choix raisonnable pour les familles surveillant leur cholestérol. Le discours nutritionnel a soudainement changé.
et tout ce qui ressemblait à de la margarine était perçu comme un danger alimentaire. Ce revirement n'a pas eu lieu du jour au lendemain. Le beurre a peu à peu retrouvé sa place culturellement, sur les marchés fermiers, dans les cuisines de restaurants et sur les blogs de recettes qui le vénérent comme un artefact sacré. Selon les données nationales de consommation, le beurre a dépassé la margarine en consommation par habitant dès 2005 inversant, ainsi une tendance de plusieurs décennies qui semblait autrefois irréversible. Ce changement n'était pas seulement dû à la nostalgie ou au goût, mais aussi à l'évolution des idées sur la graisse. La culture alimentaire a cessé de blâmer toutes les graisses pour les maladies cardiaques et s'est plutôt concentrée sur les ingrédients perçus comme transformés, industriels ou artificiels. L'association de la margarine avec l'hydrogénation et les acides gras trans a laissé une cicatrice qu'aucune publicité avec Fabio ne pouvait effacer. Face à la perte de consommateurs, la marque a tenté divers changements de cap. Le plus spectaculaire est survenu en 2017 lorsque Unilever a rebaptisé le produit au Royaume-Uni. Je n'arrive pas à croire que c'est si bon pour tout. Le nouveau nom voulait éviter les comparaisons avec le beurre et présenter la margarine comme ingrédient polyvalent. Mais ce changement a rapidement suscité des moqueries en ligne. Les critiques ont soutenu que le nouveau slogan semblait insipide, vague et étrangement défensif. En moins de 2 ans, le produit a discrètement repris son nom d'origine, restaurant ainsi le principal atout de la marque, ce nom long, difficile à prononcer, mais mémorable. Le timing de ce changement de marque était significatif. En 2017, Unilever a annoncé son intention de vendre l'ensemble de sa division Spreads, qui comprenait « Je n'arrive pas à croire que ce n'est pas du beurre », ainsi que Country Crock et plusieurs marques internationales. Les dirigeants ont décrit cette vente comme un changement stratégique, s'éloignant des catégories de produits en déclin. En 2018, la société d'investissement privée KKR a acquis le portefeuille de margarine pour environ 1 milliard de dollars, confiant ainsi au nouveau propriétaire une tâche difficile. Marquée relancée après des années de notoriété mais moins pertinente. La reprise fut difficile, les obstacles culturels persistants. La version spray de « Je n'arrive pas à croire que ce n'est pas » beurre, jadis incontournable des régimes, téléachat nocturne et défenseur du pop-corn au beurre, est désormais une blague. À propos du comptage irréaliste des calories, des articles analysant la chute du beurre en spray l'ont présenté comme un symbole d'une époque révolue des régimes, mêlant nostalgie et embarras. Et en 2023, la marque a fait face à un casse-tête juridique lorsqu'un recours collectif a affirmé que le spray suggérait de manière trompeuse 0 calories par portion. La cour d'appel du 9e circuit a rejeté la plainte, jugeant le libellé conforme aux lois fédérales sur l'étiquetage. Mais l'affaire a souligné à quel point le marketing de la marque restait un véritable aimant à controverse. À travers tout cela, je n'arrive pas à croire que ce n'est pas. La réputation nutritionnelle du beurre est plus difficile à défendre, non pas par un changement du produit, mais par l'évolution des attentes des consommateurs. Le retour du beurre sur le devant de la scène n'était pas simplement alimentaire, il était aussi émotionnel. Les cuisiniers à la maison utilisèrent le beurre pour signifier l'authenticité, la chaleur et l'indulgence, et si vous vouliez de la richesse, les options ne manquaient pas. Les beurres de vache nourris à l'herbe offraient une meilleure saveur et plus d'oméga 3 tandis que l'huile d'olive extra vierge apportait des graisses plus saines et une touche méditerranéenne. L'huile de coco est devenue populaire auprès des adeptes du régime paléo et des boulangers. Le ghee, beurre clarifié populaire en cuisine sud-asiatique, séduit de nouveaux adeptes par son arôme de noisette et son point de fumée élevé. Ce n'étaient pas seulement des alternatives, c'étaient des produits recherchés, chacun portant une identité culinaire qu'une barquette de margarine industrielle ne pouvait égaler. Ce changement n'a pas effacé. Je ne crois pas que la margarine ait disparu. Elle reste dans les portes de réfrigérateurs et les recettes demandant une tartinabilité immédiate. Elle coûte moins cher que de nombreux beurres, se conserve mieux et convient aux foyers sensibles aux produits laitiers. Il faut vérifier les étiquettes, car toutes les versions ne sont pas véganes. Aujourd'hui, la margarine est surtout connue pour son nom plutôt que ses qualités nutritionnelles. Autrefois, la marque utilisait le slogan « Vous n'arrivez pas à croire que ce n'est pas du beurre ». Aujourd'hui, le public répond avec indifférence des Skoklai Banear. On le croit et on préfère peut-être le vrai beurre. Tout cela ne veut pas dire que la margarine est devenue inutile, elle occupe toujours une place importante dans les rayons. À chaque fois qu'un tweet viral évoque quelque chose qui échoue à être ce qu'il prétend, quelqu'un pense à cette phrase. Dans un paysage médiatique où l'on qualifie souvent les pop stars, les rebrandings et les remakes de films de « Je n'arrive pas à croire que ce n'est pas X », l'héritage linguistique de la marque perdure. Je n'arrive pas à croire que c'est du beurre. Le slogan a survécu à la tendance nutritionnelle qu'il a vu naître, un fait rare pour un produit alimentaire. Je n'arrive pas à croire que ce n'est pas, je n'arrive pas à croire que ce n'est pas du beurre, n'est pas, je n'arrive pas à croire que ce n'est pas du beurre. Comment raconter l'histoire d'un produit qui a d'abord conquis les supermarchés avant d'être éclipsé par l'aliment qu'il voulait remplacer ?
Vous pourriez mesurer les ventes, suivre les procès ou analyser l'évolution de la consommation de matières grasses au fil des décennies. Mais peut-être que la réponse la plus honnête est plus simple. Le produit a réussi parce qu'il donnait l'impression d'incarner l'avenir, puis l'avenir a changé d'avis. Au final, je n'arrive pas à y croire. Le beurre est moins une leçon sur lui-même que sur le temps. Son nom même est une réaction, une expression d'incrédulité. Pourtant, aujourd'hui, le produit est exactement ce que la plupart des gens pensent qu'il est. Une tartinade nostalgique d'une autre époque culinaire, vivant entre les rayons réfrigérés et la mémoire. Ce n'est pas du beurre, ce n'est pas de la margarine, et ce n'est plus le héros diététique qu'il prétendait être autrefois. Mais c'est inoubliable, et c'est peut-être là l'ingrédient le plus rare de tous. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous grandi avec une barquette de « je ne peux pas croire que ce n'est pas du beurre » dans votre frigo ? Dites-le nous en commentaire. Profitez-en pour découvrir d'autres vidéos de Weird History Food.